Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le discours du président gabonais Ali Bongo Ondimba devant le Parlement, appel à l'unité, acquis démocratique, crise sanitaire, tels étaient les points phares de son allocution. Le partenariat économique entre les autorités togolaises et Exim Bank of India. Les deux parties ont scellé un accord de financement de 22 milliards de francs CFA pour l'électrification de localités rurales. Et puis le Gabon, récompensé pour ses efforts dans la lutte contre la déforestation. Le pays va recevoir 9 milliards de francs CFA de la part de la Norvège après l'accord de 2019. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'heure est grave. Ce sont les mots du président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboigo, qui a annoncé ce vendredi que l'opposition suspend sa participation au dialogue politique au Burkina Faso. Un dialogue qui doit reprendre le 3 juillet prochain. Le chef de file de l'opposition déplore l'incapacité du gouvernement à trouver des solutions pour la sécurité des Burkinabés. Face à cette situation qu'il qualifie de dramatique, Edi Komboigo réclame la démission du Premier ministre et celle du ministre de la Défense. Dans l'actualité également, le discours du président gabonais Ali Bongo Ondimba devant les parlementaires réunis au Congrès. Son allocution prononcée ce vendredi a été retransmise en direct par les médias nationaux. Une première depuis 5 ans, mais aussi depuis son grave accident vasculaire cérébral en octobre 2018. Dans son discours, le chef de l'État a demandé le soutien des députés et sénateurs afin de ne pas laisser désagréger l'unité du Gabon. Outre les acquis démocratiques, le président gabonais a également félicité le gouvernement pour sa gestion rigoureuse de la crise sanitaire, affirmant que le pays est souvent cité comme une référence sur le continent. Écoutons un extrait de son discours. Mesdames et messieurs les parlementaires, aujourd'hui, plus que jamais que par le passé, nous devons nous rappeler la finalité de nos choix et de nos actes. Pourquoi cette quête d'une démocratie de plus en plus libérale? Pourquoi ces réformes audacieuses, si ce n'est pour parvenir à la réalisation du bien commun au service du plus grand nombre? Notre boussole doit être celle-là: garantir la paix et la sécurité, promouvoir la liberté, l'égalité et le bien-être de tous nos compatriotes. La sécurité est la première des libertés. La sécurité résulte de la paix. Cette paix, nous devons tout faire pour la préserver jalousement. Sur le plan extérieur, nous pouvons nous réjouir de la récente élection de notre pays au siège de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le reste de l'actualité, Komi Kouché, débouté par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce vendredi 25 juin, la juridiction a refusé d'étudier les requêtes de l'ancien ministre béninois de l'économie. Selon l'avocat de l'opposant, Grégory Tuan, les demandes concernaient notamment l'annulation des poursuites au niveau national, une demande motivée par le manque d'indépendance et d'impartialité de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, stipule l'avocat. La criette qui en 2020 avait condamné Komi Kouché à 20 ans de prison dans l'affaire dite mauvaise gestion et détournement au Fonds national de microfinance. Dans l'actualité également, la tenue d'un forum au Soudan du Sud, initié par la MINUS. Ce forum, organisé sur 5 jours, a pour but de renforcer la confiance en un gouvernement inclusif dans l'état de l'Équatoria occidental, situé au sud-ouest du pays. À Yambio se sont donc réunis chefs religieux, représentants gouvernementaux, femmes ou encore jeunes. Paix et développement socio-économique sont notamment au cœur des discussions. À ce sujet, je vous propose d'écouter les différents participants. The government officials were informed of what goes. But this time, we have been given the tools.
En tant que représentants du gouvernement, nous aimons nous plaindre, mais cette fois, nous recevons des outils à utiliser pour développer l'État d'Équatoria occidentale. Et surtout, la raison pour laquelle nous sommes ici est la paix. S'il n'y avait pas eu la paix signée, nous n'aurions pas été ici. Donc cette paix, nous devons la préserver. There was no peace sign. We'll be sitting here. And this peace now is all of us. People listening to sustain. It's our contribution to capacity enhancement and also to help the partners to understand. C'est notre contribution au renforcement des capacités et aussi pour aider les partenaires à comprendre leurs priorités et leurs responsabilités en tant qu'agents politiques. L'intention est qu'à la fin de chaque forum d'État, ces priorités soient répertoriées, qui seront discutées lors d'un forum national pour aider également à éclairer la politique nationale. Il est également destiné à aider le gouverneur, les commissaires de comté et toutes les parties intéressées dans le processus de gouvernance à réfléchir, à comprendre leur rôle et responsabilités en tant que dirigeants des communautés. To understand their roles and responsibilities as leaders of the communities. 22 milliards de francs CFA, c'est le montant d'un accord de financement conclu entre les autorités togolaises et Exim Bank of India, un partenariat qui va permettre de financer l'électrification de 350 localités par système solaire photovoltaïque. Cette enveloppe devrait aussi permettre d'électrifier 500 écoles. Plus de précisions avec Samantha Sabero-Sabubanga. Exim Bank of India et le Togo ont signé ce 23 juin 2021 une convention de financement visant à débloquer 40 millions de dollars, soit environ 22 milliards de francs CFA pour l'électrification de 350 localités par système solaire photovoltaïque, augmentant ainsi les engagements de l'institution financière en faveur des énergies au Togo. Il s'agit de la troisième ligne de crédit de la Banque indienne pour booster l'électrification dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Togo a reçu un montant de près de 22 milliards de francs CFA, un montant de la part d'une banque indienne pour financer l'électrification dans certaines localités, notamment du Togo. Je pense que c'est une idée intéressante. Le projet vise à électrifier au moins 350 localités. Je pense que c'est un projet assez ambitieux de la part du Togo et tout à fait faisable si bien évidemment le projet suit son cours et qu'il met en place des éléments essentiels pour mettre en place un projet. Je pense que le projet pourra aboutir d'une certaine manière. Les fonds permettront d'installer 2000 systèmes d'irrigation solaire et d'électrifier 500 écoles. Aussi l'installation de 500 systèmes de pompage solaire pour l'adduction en eau potable et de 12 000 lampadaires solaires. Rappelons que cette signature d'accord intervenue au lendemain de l'inauguration de la centrale solaire de Blita s'inscrit en droit ligne avec l'ambition des autorités togolaises de rendre accessible l'énergie à l'horizon 2030. Au-delà de ça, je pense que le projet du Togo d'électrifier la plupart des localités à l'horizon 2030 est un projet assez ambitieux. Je pense que c'est un projet assez faisable si toutefois le Togo continue à récolter des fonds afin de pouvoir investir notamment dans des barrages hydroélectriques afin vraiment de pouvoir être autosuffisant en énergie, si je peux me permettre. Pour le gouvernement togolais, l'accès à l'énergie domestique constitue un catalyseur et un accélérateur du développement des villes et villages qui en bénéficient. Les efforts du gouvernement en termes de protection des forêts portent ses fruits au Gabon. Le pays va être récompensé pour ses engagements à hauteur de plus de 9 milliards de francs CFA. Ce financement accordé par la Norvège sera décaissé via l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Samantha Sabero-Sabubanga. Grâce à la conservation de ces forêts, le Gabon a été récompensé à hauteur de 9 milliards de francs CFA par la Norvège. Le financement a été accordé dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, gérée par les Nations Unies. Selon le journal Le Monde, cette enveloppe est la contrepartie du carbone supplémentaire séquestré entre 2016 et 2017 grâce aux mesures mises en œuvre au Gabon dans le but de lutter contre la déforestation. Ce sont environ 3,4 millions de tonnes de ce carbone qui ont été séquestrées par le Gabon au cours de cette période. Le gouvernement norvégien est un acteur majeur engagé dans la protection du climat, de la biodiversité et en particulier dans la préservation des forêts. D'où l'appui au Gabon pour aider le Gabon et l'accompagner dans la protection de la forêt. Face à la vitesse de disparition de la forêt et en réponse à une urgence, la Norvège alloue plus de 300 millions d'euros chaque année pour la protection de la forêt.
Les fonds accordés au Gabon serviront à financer la recherche scientifique, la promotion et la mise en œuvre de pratiques de gestion durable des forêts. Selon la CAFI, ils seront également utilisés pour préserver les zones protégées et renforcer les capacités au niveau du gouvernement. Il faut protéger la forêt, il faut la décimer pour vivre. Donc le Gabon est dans cette équation-là et doit faire face à des pays qui ont un grand potentiel forestier, comme tous les pays qui bordent l'Amazonie en Amérique latine. Mais le Gabon a fait beaucoup d'efforts ces dernières années dans la protection de son écosystème forestier face à une grande agressivité dans la destruction de la forêt. Mais le Gabon pourrait faire mieux avec des accompagnements comme celui de la Norvège et comme celui de bien d'autres pays qui ont le souci de protéger l'écosystème forestier. Rappelons que depuis plusieurs années, le Gabon est engagé dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement, ce qui s'est traduit entre autres par l'adoption de multiples réformes pour la protection de ces forêts, notamment l'interdiction d'exportation des grumes prise en 2009 par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il a été accueilli en héros. L'international sénégalais Sadio Mané a inauguré le 20 juin un hôpital à Bambali, son village natal, une infrastructure qu'il a lui-même financée à hauteur de 350 millions de francs CFA. L'attaquant de Liverpool avait aussi injecté des fonds pour la construction du lycée de Bambali, José Douglas. Il a déjà offert un lycée ainsi qu'un stade. L'international sénégalais a inauguré le dimanche 20 juin un hôpital à Bambali, son village natal, où on le surnomme le petit Sadio. Et il n'a pas oublié ses origines, d'où il vient, la terre sur laquelle il a fait ses premiers pas. Un hôpital flambant neuf destiné aux habitants qui vivent sur place et dans les environs. Ma fierté est grande d'être ici, pour inaugurer cet hôpital acquis grâce à vous et pour vous. Il ne faut jamais oublier ses origines. Au contraire, faisons en sorte que chacun d'entre nous puisse apporter sa pierre à l'édifice pour bâtir un Sénégal rayonnant et prospère. C'est ce qui motive mes actions pour Bambali, mon village qui m'a vu naître et grandir. Bambali, un village de 2000 habitants, plusieurs personnalités étaient présentes et notamment les membres du ministère de la Santé du Sénégal. Cet hôpital qui a coûté 350 millions de francs CFA servira aux habitants de Bambali, mais aussi ceux de Sédiou, l'hôpital de Bambali dont la construction a démarré en 2019 et cette infrastructure a été financée sur les fonds propres du joueur qu'il a offert gracieusement à l'État pour les populations des 34 villages de cette localité du sud du Sénégal. Ce projet est important pour l'État du Sénégal qui veut le désenclavement technique et territorial avec des services techniques forts. Inutile de vous dire que Sadio Mané a été accueilli en héros dans son village natal, Bambali, et dit-on, ce n'est pas un champion d'Europe qu'il a été célébré, mais pour l'inauguration de cet hôpital. Sadio Mané n'a pas fini d'impressionner par ses gestes généreux pour son pays. Bel exemple. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.